Moi, j'ai été kidnappé par des gars. Là, ils m'insultaient dans la voiture et ils me disaient « Mais on va te buter, t'es un espion de Bachar al-Assad ». Comme, dans tous les cas, pour eux, ils allaient me tuer. Ils m'ont laissé ma caméra. Ma seule compagnie, c'est ma caméra. Donc, je la sors, j'allume ma caméra, je filme ce qu'il y a autour de moi. T'avais un djihadiste à genoux en train de supplier le gars. Je n'avais rien à faire, moi, là-dedans. Avec des djihadistes, il ne faut jamais montrer sa faiblesse parce que c'est en montrant ta faiblesse, ils commencent à douter de toi. Salut à tous et bienvenue sur Press Room. On est hyper content de vous retrouver pour un nouvel épisode. Alors sur cette chaîne, des journalistes vous dévoilent comment ils font pour trouver des informations confidentielles et comment ils sont parfois obligés de prendre des risques pour pouvoir faire éclater la vérité. Alors aujourd'hui, on reçoit un journaliste comme il y en a peu, un homme qui risque sa vie pour dénoncer les plans machiavéliques des groupes terroristes comme Daesh ou Al-Qaïda. C'est Kamal Redouani. Dans cet épisode, Kamal va nous raconter comment il a été pris en otage par Al-Qaïda en Syrie, pourquoi sa voiture a été visée par un attentat suicide en Libye et comment il a fait pour récupérer l'ordinateur d'un émir de Daesh où il y avait toute la stratégie du groupe terroriste à l'intérieur. Alors si vous aimez le journalisme de terrain, abonnez-vous, likez, commentez et surtout activez la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes. Vous pouvez aussi retrouver Press Room en podcast sur Deezer, Apple Podcast et Spotify. Ça tourne avec Kamal Redouani. Imagine-toi quand tu vois sur ton écran tes propres amis mourir. Tu n'as qu'une envie, c'est d'appuyer sur pause, mais tu ne peux pas. Ils sont formés à se déplacer en Europe et à commettre des attentats. Les juges ont acquis la certitude que l'accusé a insulté l'islam. Le jugement est la mort. Salut Kamal, merci Bonjour. beaucoup d'être venu. C'est un plaisir, vraiment. On est Je ne sais pas si c'est un plaisir réellement, Ah bon, je vais te pourquoi dire. Parce que j'ai l'impression qu'il va falloir que je me livre, que je raconte des histoires que j'ai pas spécialement envie de raconter. Enfin, il y a des histoires qu'on laisse de côté. Enfin voilà, réellement. C'est-à-dire, moi, je les enferme dans un coin de ma mémoire. J'ai pas envie de raconter parce que parfois ça me donne la chair de poule. Enfin, parfois j'ai envie de pleurer. Parfois, c'est des choses qu'on n'a pas envie de raconter. Enfin, quand on est grand reporter, on assure, on est dans des terrains, on va dans des terrains de guerre, on voit des morts, on voit des gens qui s'entretuent et cette faiblesse, on n'a pas envie de la raconter. Ce côté, il y a des choses qui nous touchent, qui restent dans la mémoire. Enfin, il y a des visages qui restent, ancrés. Alors bien ancrés dans la mémoire et on n'a pas envie. Mais c'est pas une Donc faiblesse. là, j'ai l'impression d'être vraiment chez un psy. Quand tu m'as proposé de venir, je me suis dit waouh. Alors, c'est pas une interview classique, c'est pas quelque chose où je pourrais juste venir raconter quelques anecdotes. J'ai bien senti que tu avais envie que je raconte autre chose. Et je me suis vraiment réellement posé la question, comment je vais pouvoir me protéger moi par rapport à tes questions. Enfin, sincèrement, voilà. Parce que ça peut faire mal. Ça peut faire mal. Bah oui, j'imagine, parce que toi, donc, t'es un reporter de guerre, t'es spécialiste djihadiste. Oui, exactement. C'est ça. J'ai pas fait exprès. Bah oui, comment on décide de se lancer là-dedans ? J'ai pas fait exprès. Moi, j'adore le Moyen-Orient, j'adore le monde arabe. Je suis moi-même arabe, donc d'origine arabe. Et donc, en gros, c'est un territoire que je couvrais depuis des années. Et puis, c'est la guerre qui est venue dans ce territoire. Finalement, c'est la guerre qui est venue à moi. Elle s'est invitée chez les gens que j'aime. C'est la culture que j'aime, celle que j'ai envie de raconter, etc. Et un beau jour, au fait, les djihadistes sont arrivés dans ce territoire-là. Le drapeau noir du djihad, la guerre sainte en islam, flotte sur les remparts de Kérouan. Ces manifestants sont des islamistes radicaux.
Leur idole n'est autre que le chef du groupe terroriste le plus célèbre au monde, Oussama Ben Laden. Ma première rencontre, moi, avec les djihadistes, ça s'est déroulé en 2006. Donc 2006, Florence Aubenas, grand reporter, kidnappé en Irak, le jour de sa libération, mais vraiment le jour où elle prenait l'avion pour revenir à Paris, et heureusement, moi j'étais dans un avion qui partait en Irak. Alors c'est une sensation un peu bizarre parce que on a une collègue qui est libérée et puis moi je suis dans l'autre sens. Et en plus je suis dans l'autre sens parce que j'avais dealé pendant 1 an à peu près. J'ai essayé de communiquer avec les gens d'Al-Qaïda et j'ai dealé le fait de me retrouver avec eux. Donc ils m'ont proposé 10 jours. Un genre de voyage de presse, made in djihadiste. Comment tu as fait déjà pour rentrer en contact avec eux et les convaincre? Je me suis posé la question, c'était l'époque où la France était contre la guerre, contre la présence américaine en Irak. De Villepin, avec ce discours à l'ONU, etc. Ouais. Et donc il y avait des manifestations à Paris, en Europe et surtout à Paris, contre la présence américaine en Irak et c'était pour le veto contre la guerre en Irak. Donc, et moi je me suis dit, dans tous les cas, au fait, parmi ces manifestants, je suis sûr et certain qu'il y a des gens qui ont des liens, des contacts avec des gens d'Al-Qaïda sur place. Et en gros, j'ai imprimé des cartes de visite, j'en avais pas. J'ai imprimé des cartes de visite avec mon nom et mon numéro de téléphone et j'ai vraiment distribué mes cartes à des Irakiens, des Syriens, etc. Enfin, des gens de la région. Ça, c'est fait comme ça, j'en ai distribué plein de cartes. Et j'ai dîné avec plein de gens qui n'avaient rien à dire, au fait, mais qui venaient déjeuner avec moi. Qui voulait gratter un déjeuner avec un journaliste. Le jeune journaliste un peu fauché qui payait à déjeuner avec plein de gens. Et puis un jour, j'ai reçu un coup de fil d'une femme qui me dit il y a quelqu'un qui veut te rencontrer. J'ai senti que c'était un peu sérieux. Et je me suis retrouvé dans un resto à Paris avec un homme qui venait d'Amsterdam et qui est venu me rencontrer. Et finalement, c'était un général de Saddam, un bassiste, mais qui était en relation avec les gens d'Al-Qaïda parce que ils commençaient à s'unir tous les deux pour combattre le nouveau gouvernement et les Américains. Et donc, à partir de là, a démarré toute une négociation. Ils m'ont envoyé en Jordanie, puis je suis revenu. Ils m'ont envoyé en Syrie. Ils t'ont envoyé pourquoi? Pour rencontrer des gens. Pour rencontrer, au fait, des djihadistes. Et plutôt sympathique, au fait, parce qu'ils me recevaient, on discutait. Ils te recevaient bien, ils étaient... oui, puis c'était une discussion à l'orientale, c'est-à-dire qui tu es, ton père, ton grand-père, le nom de ton... Enfin voilà, ils avaient envie de savoir, au fait, qui j'étais. Qui t'étais, ouais. Et puis, à un moment donné, ils m'ont dit, tu vas débarquer en Jordanie, il y a quelqu'un qui va te téléphoner, et puis il va t'indiquer comment rentrer, comment arriver à nous en Irak. Okay. Et c'est ce que j'ai fait, bien sûr, avec beaucoup d'inconscience. T'étais tout seul en plus? Non, j'étais pas tout seul ce jour. Enfin, j'étais pas tout seul. J'étais avec un jeune JRI, lui aussi, qui a été formé au sein de l'armée française. Donc j'étais rassuré parce que je me suis dit il connaît les hommes de guerre, il connaît les armes en tout cas et tout ça. Mais c'est un garçon qui a paniqué dès qu'on s'est retrouvés dans une voiture, quand ils nous ont récupérés, qu'on s'est retrouvés dans une voiture cabossée, bien pourrie, mais vraiment c'est poussiéreuse, bien pourrie, avec 2 gars barbus, costauds devant. Enfin, l'image est pas sympathique. Et mon caméraman a une crise de panique, une vraie crise de panique. Et, genre, c'est quoi exactement? En fait, il a commencé à crier dans la voiture. Il a commencé à crier dans la voiture. À crier dans la voiture. Et alors que vous veniez de les rencontrer, les deux là. On a deux mecs d'Al-Qaïda armés.
Alors, il ne parle pas arabe, il ne comprend pas l'arabe. Moi, je discutais. Enfin, c'est le moment de créer un petit peu de Eh lien. ouais, c'est le moment où tout se fait, les Tu premières commences rencontres. et lui, il était dans son, et puis grosse panique, Il a vraiment. crié. Ah, il a crié. Il a crié dans la voiture et les mecs m'ont dit, ou il se tait, ou on vous bute. Voilà. Comment t'as fait du coup? Comment t'as géré ça? Je l'ai calmé. Tu lui as donné une baffe ou Non, t'as fait ça j'ai comment? crié aussi. Ah ouais, tu lui as dit c'est bon, arrête, Non, tu j'ai nous dit, fous dans la attention, merde. là, c'est. Et au fait, il s'est tu, mais il s'est tu pendant 10 jours, c'est-à-dire pendant tout le temps où on était en tournage avec eux. Il a continué à tourner, mais il m'a pas adressé à moi la parole. Il a adressé la parole à personne. Et même quand je lui parlais, il me répondait pas. Puis il est resté vraiment dans son. C'est dingue. Ouais. À partir de là, j'ai pris la caméra, j'ai commencé à tourner tout seul, mais pendant des années. Ah oui, parce que J'ai- tu t'es dit, je peux pas compter, en fait, je peux Exactement. compter sur Au fait, personne. j'avais peur d'emmener avec moi quelqu'un. Toi, t'as toujours voulu être journaliste, c'est quelque chose que tu voulais faire depuis tout petit? D'abord, moi, j'ai fait des études scientifiques, c'est-à-dire maths sup, maths spé. Ah ouais. J'ai Rien à voir. intégré une école d'ingénieur, enfin bref. Et je faisais le con dans une radio. Hein? Voilà, je me dis, putain, ce métier a l'air top. Ouais. C'est Enfin, entre c'est plus être, fun, ouais. bah oui, entre être stagiaire c'était une première année d'école d'ingénieur, stagiaire dans une boîte avec une cravate et un costume et faire le con dans une radio. Ils ont dit Je- quoi, tes parents, quand t'as arrêté tes Que études j'étais un d'ingénieur? fou. Ouais. Enfin, oui. Oui, et ma copine qui est devenue ma femme depuis, elle a connu Ouais. Elle te disait quoi, elle? elle a connu un élève ingénieur, s'est retrouvé un mec qui part avec Et qui risque sa vie? et qui risque sa vie. Voilà. Mais ça va, elle est toujours là. Toujours là. Ah bon, bah, ça va. Elle est cool. Donc, Il y a un documentaire incroyable que tu as fait où tu es parti donc à la recherche de ces djihadistes en Syrie. Il y a une séquence incroyable où tu passes illégalement la frontière. Tu peux nous raconter ce qui s'est passé ce jour-là? oui. D'abord la Syrie, au fait, je crois que c'est le pays où je suis rentré, je crois, une seule fois officiellement. Et tout le reste, c'était illégalement. Pourquoi? Parce que il y a la guerre, parce que moi j'étais et je le suis toujours un anti-Bachar al-Assad et donc j'étais pas très accepté par. C'est pas à moi qu'ils allaient donner l'autorisation en fait d'aller tourner ou de faire des reportages en Syrie, donc je rentrais illégalement dans le pays. Comment tu fais pour rentrer illégalement alors? Des contacts de longue date. Et puis il faut connaître des passeurs, des magouilleurs, des gens infréquentables, mais finalement qui sont très serviables quand il y a la guerre. Et un contrebandier devient quelqu'un essentiel en zone de guerre quand il y a la guerre, parce que le contrebandier d'hier peut devenir quelqu'un qui fait passer des journalistes, qui fait passer une population d'un côté à l'autre, qui peut sauver des vies. Ouais. Donc c'est assez étonnant. Mais mais réellement, ces gens qui savent finalement vivre dans la clandestinité peuvent servir contre la dictature et parfois contre la barbarie de dirigeants ou de djihadistes, etc. Donc moi je connaissais des gens comme ça. Ouais. J'ai un carnet d'adresses sympathique. Ouais, il a l'air, ouais. Alors, il est bien rempli. Ouais, tous les noms des djihadistes, les contrebandiers, le passage à la frontière, comment ça se passe concrètement? J'avais un rendez-vous avec vraiment un grand djihadiste et à l'époque, ils étaient très peu nombreux en Syrie. Mais ils arrivaient pour infiltrer les révolutions arabes. Et pour eux, au fait, les révolutions arabes, c'était une bonne occasion de s'installer et de reprendre le pouvoir. Voilà. Mais ils étaient très peu nombreux. Mais j'en avais un chef qui m'attendait de l'autre côté. Et en gros, donc quand je suis passé, il pleuvait, c'était les marées, sur une barque en tôle, quoi, avec un gars. Et de l'autre côté, je me retrouve, il y avait qu'une voiture, il y avait les snipers de Bachar à l'époque, il y avait l'armée de Bachar qui était à la frontière, donc il y avait les snipers. Moi, je vois une voiture, il pleut, marée, il y a personne, je monte dans la voiture, c'est normal. Oui, ouais. Et au fait, le mec, dès que je monte, il démarre et il roule sans lumière pour éviter qu'on nous tire dessus, etc. On se parle pas.
Et puis quand on se parle, on dit que des banalités, enfin bref. Et là, je me rends compte que c'est pas la bonne direction. C'est pas la voiture qui m'attendait, c'est pas j'étais les pieds nickelés, tu vois, le journaliste qui se plante, quoi. Mais tu t'es trompé de voiture? Je me suis trompé de voiture. Mais mon Uber était pas le bon. Ton Uber djihadiste n'était pas le bon. N'était pas le bon. À la nuit tombée, nous traversons la frontière illégalement pour essayer de rencontrer en Syrie des djihadistes internationaux. Il reste combien de kilomètres? Encore 1h30 à marcher dans la montagne. Je peux filmer encore un peu. Il n'y a pas de problème. Éteins ta lumière, on va se faire remarquer. Après 3 heures de marche, une voiture nous emmène vers la région d'Idlib. Là, je me suis retrouvé dans un village avec un chef de village, avec plein de bonhommes, voilà, qui discutaient tout ça. Eux-mêmes se posaient la question qui j'étais. Ouais. Bon, à la façon orientale, ils m'ont quand même posé là, ils m'ont offert du thé. Ouais. Et on a papoté. Puis à un moment donné, je me suis dit, il faut que je me sorte là, parce que dans tous les cas, je suis attendu ailleurs. Donc, je suis allé voir le chef du village en disant que j'ai rendez-vous avec telle personne dans le maquis qui est planqué, etc. Voilà. Cash. Il fallait. Ouais. Sinon, eux, qu'est-ce qu'ils allaient faire de moi? C'est de m'envoyer à Idlib, parce que c'est là-bas où il y avait la guerre, et ils pensaient que j'allais couvrir cette guerre-là. Ouais. Alors que moi, je suis venu enquêter sur la présence des djihadistes, voilà. Dans la guerre. Dans la guerre. Enfin, qui a un angle très intéressant, parce que c'était le tout début. On savait pas encore ça. En fait, à l'époque, tout le monde applaudissait les révolutions arabes, etc. Et puis moi, j'avais peur pour ces révolutions arabes, vraiment. Comme je voyais apparaître quelques djihadistes, je me suis dit, non, ils veulent infiltrer, parce que moi, je les connaissais. Et l'histoire va te donner raison. Enfin, Et malheureusement, l'histoire m'a donné raison. Donc, t'es dans le village. Donc là, tu te rends compte assez vite que c'est pas les bonnes personnes. Et à partir de là, l'ambiance a changé, parce que le mec, je pense qu'il a commencé à penser que j'étais plutôt un pro-Bachar al-Assad, un espion au service de Bachar al-Assad. Donc, ils m'ont mis dans une voiture en pleine nuit. Ils m'ont embarqué, et à partir d'un moment, j'ai changé de voiture. Et voilà, et je me suis retrouvé kidnappé, mais sûr. Et là, il m'insultait dans la voiture, et il me disait, mais on va te buter, t'es un espion de Bachar al-Assad, etc., etc. Là, je savais que c'était, pour moi, c'était pas bon. Et toi, tu leur dis, mais non, je suis journaliste, oui, j'ai rendez-vous avec un tel. Je me défends, non, rendez-vous, non, je parlais plus de mon rendez-vous. Ah ouais? Non, je disais simplement, je suis un journaliste, vérifiez, essayez de vérifier, mais je suis journaliste, voilà, et voilà, mais c'était cuit pour moi. Eux, Ils t'ont dit, on va te buter. Ah oui, clairement. Clairement, ouais. Et toi, alors comment t'es à ce moment-là? T'es en panique, tu pleures, tu stresses. Enfin, comment t'es toi à ce moment-là? Si je pleure, je le dirai pas, parce que quand même. Non, mais franchement. mais non, on a le droit de pleurer, Non. même quand on est reporter de guerre. Non, je pleurais pas, mais je paniquais. Et c'est étonnamment, vraiment au plus profond de moi, je savais que j'allais m'en sortir. Je ne sais pas pourquoi, sincèrement, je ne savais pas pourquoi, mais là, je savais que j'allais m'en sortir. Nous arrivons dans un village de la région d'Idlib, mais en fait, c'est un piège. Et puis à partir de là, ils m'ont enfermé dans un local délabré, en tôle, il pleuvait toujours, voilà. Et en fait, c'était là où ils planquaient du pétrole, de l'essence, pour leur caisse. Et donc là, je me suis retrouvé dans les odeurs de gasoil. Si ils te nourrissaient, tu pouvais dormir. Enfin, ça ressemblait à quoi tes conditions de détention? Mais quand il y avait une télé. Ouais, ah super. Quand même. Ouais. Il y avait une télé. Mais la télé, elle diffusait que des trucs genre on coupe des têtes, machin, mais tout le temps, 24 heures sur 24. Ah ouais. Et donc là, tu te dis waouh. Déjà, tout ce que j'avais à voir, c'est ça. À côté, j'avais des trucs d'essence. Ouais. Et puis, de temps en temps, arrivaient 10-15 mecs, en fait, pour prendre de l'essence. Et ils s'installaient là. Et moi, j'étais comme une merde. En fait, ils ne m'adressaient pas la parole. Voilà. J'étais dans un coin, vraiment, sur un matelas qui était mouillé.
crado et mouillé. Enfin, ça, c'est pas grave. Ouais. Je suis vivant. Ouais. Il y a pas de souci. Et puis, Avec des mecs à regarder des images de décapitation tout le temps. de décapitation et, Quel enfer. ouais, c'est une, ouais, voilà. Et puis. Ça fait partie des souvenirs que t'as mis dans un tiroir? Non. Ah, celui-là, il est cool alors. Il est cool. Ah, d'accord. Ah, celui-là, c'est bon, tu le ressors Ouais, de temps en temps. je le raconte c'est vrai, t'as tranquillement. l'air- J'ai aucun mal à le raconter parce que d'abord je m'en suis sorti. Oui. Enfin voilà, enfin c'est une anecdote. T'es en otage chez des djihadistes d'Al-Qaïda et tu sors ta caméra pour faire des images. Qu'est-ce qui t'a pris dans... Enfin, ça faut le faire quand même. D'abord, ils m'ont confisqué mon téléphone 7. Donc voilà. Et comme dans tous les cas, pour eux, ils allaient me tuer. Ouais. Ils m'ont laissé ma caméra, qui était dans un sac, voilà. Donc moi, qu'est-ce qu'on fait? Ma seule compagnie, c'est ma caméra. Donc je la sors, j'allume ma caméra, je filme ce qu'il y a autour de moi. Il y avait un jeune qui me gardait, c'est lui qui ouvrait la porte, qui fermait la porte, qui m'emmenait aux toilettes, voilà. De temps en temps, il venait s'installer avec moi pour discuter avec moi. Donc je le filmais. Il était sympa? Ah, tu le filmais? Ouais, je l'ai filmé, ouais. À peine de cette scène où il s'est installé à côté de moi, puis j'ai dit ça te dérange de Ouais. Dans tous les cas, il fallait que c'est 24 heures sur 24, t'es tout seul, tu parles à personne, et puis il y a ce gars-là qui vient te voir une fois par jour, vraiment pour te donner à manger, mais au fait, il te donne le reste de la veille, de kebab, avec la trace d'une mâchoire de quelqu'un qui a déjà, ce qui est resté sur la table, quoi. Voilà, donc c'est pas comme très... dans Les Visiteurs, quoi. Tiens. Moi, je rêvais d'un café et d'une clope, mais bref, je le raconte en rigolant parce que finalement, c'est ce qui me protège. Il faut le raconter en rigolant. Si tu essaies de te rappeler de chaque moment de cette faiblesse que tu as eue à des moments. Mais c'est faux que tu appelles ça une faiblesse, parce que c'est pas une faiblesse, je veux dire, c'est humain d'avoir peur, de pleurer, de crier quand tu es en otage, entre les mains d'Al-Qaïda, tout seul au fond d'un garage. Enfin, je veux dire, toi, tu dis que c'est une faiblesse. Oui, je sais pas pourquoi j'utilise ce mot. Ouais. Ça fait la deuxième fois, en plus, que tu l'as dit au début aussi. C'est vrai, mais dans ma tête, ça a toujours été quelque chose, c'est-à-dire quand je suis en face de djihadistes ou avec des djihadistes, il faut jamais montrer sa faiblesse, parce que c'est en montrant ta faiblesse, ils commencent à douter de toi. D'accord. Ils commencent à penser que tu es un espion. Dans ma tête, ça a toujours été ça, c'est-à-dire j'essaie de ne rien montrer de mes sentiments, en fait, quand je suis avec ces gars-là. Enfin, voilà, c'est... Après, oui, pourquoi je parle de faiblesse T'as dit que t'étais avec le psy, hein, donc t'as vu, on y arrive. On y arrive, hein, petit à petit, tu vois. Alors, d'où vient ce mot? Non, mais c'est vrai que c'est étonnant que tu dises ça. Ce que j'ai fait de vraiment fou à ce moment-là, et que c'était vraiment inconscient et totalement aberrant, c'est que au moment où j'ai compris que j'allais survivre, qu'ils allaient me sortir, parce qu'ils m'ont filé un autre téléphone satellite, et le djihadiste avec qui j'avais rendez-vous me dit au téléphone « On va te sortir, ils allaient te buter. » Heureusement que je t'ai trouvé. Et donc je sentais que c'est bon, que j'allais sortir. Et c'est à ce moment-là, ils m'ont embarqué, un moment où j'allais aux toilettes, j'ai mis une caméra cachée carrément, c'est quelque chose que j'utilise jamais, au fait, dans mes tournages, mais que j'avais dans mon sac. Et je me rappelle, parce que je mettais cette caméra et je tremblais. Mais c'était vraiment aberrant, bête et inconscient. Parce que la caméra cachée, ça c'est... Voilà, s'ils avaient découvert ça, là, allez, retour au point de départ, j'étais mort. Donc, moi, j'ai juste pensé... Pourquoi tu voulais la mettre, la caméra cachée? Oui, tu voulais filmer quoi? Voilà, j'ai juste pensé au film. Je me suis dit, bon, voilà, je suis à la recherche de djihadistes. Ce sont des djihadistes qui m'ont kidnappé. Mais j'ai filmé que cette pièce où j'étais enfermé pour compléter l'histoire, pour avoir quelque chose, la séquence qui se termine, au fait. Là, je suis redevenu, au fait, comme j'ai
pour moi, j'ai survécu, donc je suis redevenu qui j'étais, journaliste, et il fallait que je filme mon truc. Et voilà, pour compléter ça, je savais que j'allais pas pouvoir filmer le trajet du retour, voilà, et j'ai mis cette caméra qui donne dans le film, en fait, un petit moment où les mecs me disent, ouais, on va ouais. C'est 3 secondes en plus. C'est 3 secondes dans un film. Est-ce que tu imagines le risque que j'ai pris? Enfin, pour 3 secondes, ça, c'est n'importe quoi. Au bout de 3 jours, mon traducteur obtient que je sois libéré. Ils vont prendre la voiture et il va dégager. Je le referai pas aujourd'hui avec de l'expérience, avec un peu plus de bouteilles, mais à l'époque, c'était, voilà. T'es libéré de certains djihadistes et t'arrives à celui que tu devais voir depuis le début. Quand je les ai rencontrés, j'ai compris. J'ai compris que la révolution arabe était foutue. J'ai compris que tout ça, que ces jeunes que j'admirais pour leur courage, qui se battaient pour la liberté, ils étaient foutus, qu'il y avait quelque chose en tout cas qui allait se passer. Donc et c'est à partir de là où j'ai fait vraiment le tour de plusieurs pays où il y a eu des révolutions arabes, Libye, Tunisie, Syrie, à enquêter, à rencontrer des djihadistes, aller les chercher et voir comment finalement petit à petit ils s'installent, ils essayent de s'imposer dans ces révolutions comme les sauveurs au fait de la jeunesse arabe. Donc voilà. Et d'ailleurs, je crois que ça a été le premier film sur les djihadistes qui s'infiltrent dans les révolutions arabes. Les révolutions arabes sont une occasion inespérée de balayer les pouvoirs en place et d'établir un empire islamique. Mais c'est fou quand même, comment ça se fait qu'ils ont réussi justement à mettre la main sur justement sur ces jeunes qui rêvaient de démocratie, etc., pour re-rentrer finalement dans un autre type de dictature, quoi. Ouais. Comment Par la force. Par la force, ouais. Tout simplement. Par la force, par les armes. C'est des gars qui savent faire la guerre. C'est des hommes qui, en tout cas, leurs chefs, ce sont des gens qui sont venus d'Afghanistan, qui avaient l'habitude, au fait, de combattre. En face d'eux, il y avait Bachar al-Assad. Tu imagines, la jeunesse qui était en face de Bachar al-Assad, c'est une jeunesse c'est juste une jeunesse. Qui sait pas combattre, qui sait pas, voilà, qui avait des slogans, qui avait beaucoup d'espoir, mais qui ne savait pas comment contrer une armée, vraiment une armée régulière, qui a des chars, des avions, etc. Et eux savaient comment mener une guerre urbaine avec, on met des attentats, des bombes, etc. Et on en voit même des jeunes se faire exploser, etc. Enfin des kamikazes. Donc par la force. Alors, ce qui est fou, c'est que les djihadistes qui t'ont enlevé, c'était les hommes d'Abou Mohamed al-Joulani, qui est désormais le dirigeant de la Syrie et qui a été reçu en grande pompe à l'Élysée par notre président. Voilà, je pense que c'est le malheur c'est le malheur des journalistes, c'est de travailler sur quelque chose. Enfin, moi, j'ai été kidnappé par des gars et un jour, le boss de ces gars-là, un tapis rouge à l'Élysée. Imagine la sensation, en fait, ce que ça peut te faire, toi, de savoir que tu as combattu ces gens-là. En fait, mais vraiment, j'ai passé des années de ma carrière à combattre les djihadistes. Et de voir que un de ces hommes est aujourd'hui avec un tapis rouge, en train de serrer la main de notre président, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. C'est quelque chose qui est insupportable, réellement insupportable. C'est voilà. Là, c'est pas drôle. Là, je souris plus. Là, ça me fait mal. Et voilà. Enfin, c'est quelqu'un qui était un membre d'Al-Qaïda, qui s'est relooké un petit peu, qui a un petit peu édulcoré son discours. Enfin, voilà, qui se retrouve à l'Élysée. Enfin, non, non, pas dans un pays où on défend les droits de l'homme, pas dans un pays où vraiment on est là pour combattre, en fait, cette barbarie. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on gagne en invitant ce gars? Sérieusement, économiquement parlant, la Syrie est en ruine.
je ne comprends pas. Et c'est là où on se demande parfois, mais pourquoi on fait ce métier-là? Et pourquoi on fait des films? Pourquoi on raconte ces histoires? Pourquoi on prend autant de risques, au fait, pour alerter les gens, les politiques, par rapport à ce qui se passe ailleurs? S'il y a vraiment un mal qui peut détruire des pays, des gens, au fait, ils sont contre tout, contre la liberté, contre tout. Donc, à partir Contre de là, la joie, contre l'amour, contre tout ce qu'on aime, en fait. ouais, je les ai combattus parce que j'ai une sœur, parce que je me dis, mais si un jour ces mecs-là viennent imposer à ma sœur de porter de se voiler, voilà, parce qu'ils sont venus chez nous, ils ont mis des bombes ici à Paris. Voilà, enfin, on peut pas juste fermer les yeux et les laisser faire. Et il y a un moment donné, je me suis dit, c'est pas mal. Alors, ok, prenez un territoire, restez dans votre coin, enfermé, au moins on sait que vous êtes là. Débrouillez-vous, ouais. Et nous, on est cool. Il n'y a pas besoin il y a vraiment un moment donné, je me suis dit, voilà. Mais quand on pense à la population qui était à l'intérieur, qui elle n'avait pas le choix de sortir, tu te dis non. C'est pas une bonne solution. Et puis voilà. Puis aujourd'hui, on les a bombardés, on les a battus, mais au fait, ils se sont éparpillés un peu partout. Donc c'est pire parce que aujourd'hui, ils sont pas visibles, ils sont redevenus clandestins, c'est-à-dire qu'ils vraiment leur force de vivre dans la clandestinité. On a des chefs ou des formateurs qui envoient des loups solitaires, comme ils les appellent. Ils prennent 1 ou 2 ou 3 djihadistes qu'ils entraînent à combattre. Ils sont formés à se déplacer en Europe et à commettre des attentats. Ils ne partent pas en groupe, mais individuellement, pour ne pas se faire remarquer. Dans un autre reportage qui est incroyable, tu as réussi à retrouver les documents dans un ordinateur d'un émir de Daesh. Tu peux nous raconter comment tu as fait ça? Oui. Sirte, Libye. Sirte était la capitale de Daesh, qui est la plus proche de chez nous, c'est-à-dire en Afrique. Et donc, cette capitale était dirigée par un mec, l'émir, au fait, du Maghreb pour Daesh. Moi, en Libye, j'avais couvert la Libye pendant des années. Donc, les milices qui combattent Daesh en Libye me connaissent depuis des années. Ouais. Ce qui m'a permis, au fait, d'être avec eux tout le temps et de faire des va-et-vient. Et un jour, ils m'ont dit, tu sais quoi, là, on va attaquer vraiment le quartier de l'émir. J'aurais dit, attendez. Parce que je les ai vus faire. Ouais. Les gars, quand ils attaquent un truc, quand ils récupèrent des ordi, des téléphones, qu'est-ce qu'ils font? Ils font reset pour avoir un nouveau téléphone. Un nouveau téléphone. Ah non. Ils effacent tout, les gars. Donc, moi, j'aurais dit, bon, alors, je vais vous expliquer un truc. La maison de l'émir, si vous récupérez quelque chose, faites-moi plaisir, vraiment. Juste, montrez-moi le truc. S'il y a des documents, des images, des choses, moi j'aimerais bien les récupérer avant que vous faites... Tout effacer, ouais. Tout effacer. Ok, sinon je vous paye votre ordi, mais laissez-moi le truc. Et là, je reçois un coup de fil d'un jeune qui me dit j'ai peur, j'ai quelque chose entre les mains, voilà, où tu viens le chercher, où je le détruis, mais là, je peux pas garder ça. Pendant la guerre contre Daesh, j'ai trouvé un ordinateur. Quand je me suis mis à regarder ce que contenait son disque dur, j'ai découvert des documents sur des explosifs, sur la fabrication de mines, sur des attentats. J'étais effrayé. Je ne savais pas à qui en parler. J'avais peur de les diffuser et que Daesh me tue. À partir de là, je me suis retrouvé avec l'ordinateur de l'émir.
qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une copie intégrale de l'ordi, disque dur, et il fallait sortir en fait cet ordinateur d'abord, enfin le disque dur. Donc en gros, déjà c'était dangereux pour moi parce que pour sortir, il fallait passer par la Tunisie. Avec des documents de Daesh, j'ai quand même une tête d'arabe. Donc les gars, ils peuvent très bien me dire, mais toi, t'es un mec de Daesh, parce que dans tout le cas Daesh, il y avait toutes les nationalités avec Daesh. Donc en gros, il fallait sortir de là avec cet ordinateur. Et et s'il y a des informations concernant des attentats en Europe dans cet ordinateur, ou partout dans le monde d'ailleurs, donc il fallait rapidement le checker. Alors tu imagines le nombre de documents, des milliers de... Enfin, c'est l'ordinateur d'un mec. Donc en gros, c'est comme notre ordinateur, il y a tout dedans, des docs de partout, des photos, etc. Donc il fallait tout ranger, tout analyser, tout voir pour... voilà. Ça t'a pris du temps, ça, le décrypter cet ordinateur? Des jours et nuits, ouais. C'était énorme. C'était vraiment, vraiment énorme. Et puis quand on était sûr de nous, il n'y a aucune information qui pourrait mettre en danger quelqu'un dans ce monde. À partir de là, la décision a été prise, en fait, d'en faire un film. En fait, un émir, c'est lui qui dirige... L'équivalent d'un président, pas seulement de Sirte, du Maghreb. J'ai réussi finalement à rentrer dans la tête de ce gars-là, c'est-à-dire de comprendre le fonctionnement de cette organisation. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu t'attendais pas? Ce qui m'a étonné, ce qui m'a fait peur, réellement, c'est cette université du djihad. La transmission du savoir des djihadistes. Ce qui veut dire qu'il y a un passage de relais. Ça veut dire que cette histoire est illimitée. Les attentats de Paris, je suis sûr aujourd'hui qu'ils ont été étudiés, disséqués, et ils ont essayé d'analyser de quelle manière, parce que le but, au fait, et ils l'écrivent noir sur blanc, le but, c'est de faire mieux, plus de dégâts, avec le moins de moyens possible. Dans les vidéos que tu récupères, tu as, j'imagine aussi, des exécutions, des décapitations. Tu es obligé de tout voir? Tu as tout regardé? J'étais obligé de tout regarder, oui. Ouais, exactement. Et là, oui, voilà. Enfin, c'est je crois qu'à un moment donné, avec mon monteur, enfin, pas qu'une seule fois, mais on a dû sortir au fait de la salle, sortir boire un verre et s'installer pour oublier ce qu'on venait de voir, quoi. C'était insupportable. Enfin, c'est inhumain. Dans l'affaire 1222, la police islamique a arrêté l'accusé Nadi Sharif. Les juges ont acquis la certitude que l'accusé a insulté l'islam et qu'il a commis l'adultère 4 fois. Le jugement est la mort. C'est quoi qui t'a le plus choqué? Est-ce que tu peux en parler? En fait, il y a pas un seul truc qui m'a choqué, c'est cette répétition de l'horreur. Obligé de regarder parce que c'est notre taf, parce que voilà, et s'infliger ça soi-même dans une salle de montage, franchement, c'est insupportable. J'ai vu des horreurs sur des terrains de guerre, j'ai vu des choses horribles. Mais là, j'étais dans le confort d'une salle de montage. J'étais chez moi. Donc, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Il y a aussi un témoignage incroyable. Tu arrives à trouver un autre émir de Daesh qui est en cavale, qui est recherché par tous les services de renseignement du monde. Mais toi, tu arrives à le trouver et à l'interviewer. Ouais. J'ai des contacts. Et puis, il y a la vanité de ces gars-là, parce que quand on a interviewé un djihadiste à un moment donné dans sa carrière, ils savent que tu as interviewé celui-là, et celui-là, il représente pour eux quelqu'un de grand. Toute la difficulté là, c'est de fixer rendez-vous avec ce mec et protéger sa sécurité, notre sécurité, et trouver un lieu de telle sorte qu'il lui-même soit un petit peu affaibli, qu'il soit pas chez lui, qu'il soit pas entouré de ses hommes, tout simplement pour équilibrer un petit peu le rapport de force entre nous.
Ça nous permet de nous enfuir si ça se passe mal. Ça permet aussi de ne pas lui laisser le temps d'organiser notre kidnapping ou notre meurtre. Enfin voilà, je pense plutôt à un kidnapping, etc. Donc voilà, c'est une manière de se protéger et de faire en sorte de sortir indemne d'une ITV pour un film qui effectivement va encore une fois peut-être faire 5 minutes, mais qui prend un temps fou à organiser. Moi, j'avais dit tout simplement, si on fait une interview, on se retrouve en Turquie, pas en Syrie. Là, tu savais que tu étais protégé. Ouais. J'ai laissé le choix du lieu en Turquie, la ville, le village, etc. Et du moment où il a choisi le lieu, c'est à moi de choisir l'endroit où on allait faire l'interview. C'est moi qui le voilà. C'était ça le deal. Il a accepté le deal. Le problème, c'est quand il est arrivé, on a commencé à faire l'interview et c'était hyper tendu. Vraiment, vraiment hyper tendu. Ça se sent hein, quand on voit l'interview. Mais ce qu'on voit pas, c'est que moi, j'étais accompagné, enfin bien sûr avec Julien, mon chef-op, mais j'étais accompagné avec un Syrien qui est un ami. Et le Syrien découvre que ce mec-là a massacré une partie de sa famille. Notre comportement avec les civils était dur, mais juste. Vous pensez qu'il faut pardonner à un voleur. Nous, on lui coupe la main. Celui qui se drogue doit mourir. S'il consomme de la cocaïne ou de l'héroïne, il doit mourir. Donner la mort, comment vous expliquer? C'est juste. Je l'ai fait. Ce mec-là a compris que c'était celui-là qui a massacré une partie de sa famille. Enfin, imagine ce qui se passe dans sa tête et que quand il découvre ça. Et là, ça part vraiment. Et là, en plein milieu de l'interview, donc, tu vois ton pote syrien qui... Ah oui, qui pète les plombs. Et il avait envie de le tuer. Enfin, c'est normal. C'est évident. Donc, il fallait que je calme tout ça. Et que je continue l'ITV parce que j'étais là pour ça. Et le problème, c'est que le mec me menace de mort en même temps. Et ça, c'est en direct. Il te menace de mort, le djihadiste. Ouais. Il menace. Pourquoi il te menace de mort? Parce que je l'ai un peu cherché. Et moi, si je vous avais croisé lorsque vous étiez un chef en Syrie, vous m'auriez tué? Si vous êtes musulman et que vous connaissez l'islam, non, je ne vous tue pas. Et si je ne suis pas musulman? Soit vous acceptez de devenir musulman, soit vous n'acceptez pas, et je vous tue. L'ITV s'est arrêté et il est sorti faire une pause avec une clope. Djihadiste, hein, clope. Normalement, ils sont censés fumer, les gars. Ah oui, c'est vrai, pardon. Et donc, le gars sort, sauf que c'était pas le deal. C'est-à-dire, il sort, il prend son téléphone, il appelle, et là, je me dis, il appelle qui? Qu'est-ce qui se passe? La tension qu'il y avait dans cette pièce était énorme. Voilà, donc il est revenu, j'ai fini l'ITV avec ce mot-là, c'est-à-dire je te tue. Voilà, c'est fini. Et je lui dis merci, au revoir. Et là, j'ai dit à Julien, écoute, combien ça pourrait te prendre de temps pour qu'on ramasse tout notre matos et on se barre d'ici. Voilà. Et j'ai appelé la prod pour dire un billet d'avion tout de suite pour n'importe où. Peu importe, mais c'est celui qui décolle là. C'est-à-dire, quand on va arriver à l'aéroport, il nous faut un avion et on monte dedans. Enfin, on s'en fout. Mettez-nous en Turquie, dans n'importe quelle ville en Turquie, on sera content. Mais il faut qu'on parte d'ici. On a changé le taxi 3 fois pour ne pas être suivi. Et on est parti à l'aéroport et basta. Voilà. En fait, toi, ce que tu arrives à démontrer dans le film et qui est assez incroyable, c'est que ils font ça d'un côté, mais de l'autre côté, ils fêtent des anniversaires, ils chantent, ils dansent. Ouais, c'est l'hypocrisie totale. C'est hypocrite, complètement hypocrite. C'est des mercenaires, ils raquettent les gens. Ils sont allés voir les gens les plus riches et ils leur ont pris tout ce qu'ils avaient, en fait. Exactement. Ils répertoriaient vraiment tous les biens et ils prenaient les biens. Voilà. Voilà, c'est une raquette. Ils m'ont tout pris. Mes meubles, mes tracteurs, les outils de ma ferme. Ils n'ont même pas laissé une petite cuillère. Ils n'ont rien laissé. Pour eux, mes biens étaient leur butin. Une vraie mafia
mais beaucoup plus barbare qu'une mafia, parce que non seulement elle prend tout le territoire, mais elle le prend ouvertement. La mafia, au moins, elle se cache un peu. Mais eux, c'est voilà. Et si t'es pas content, on te bute. Et point. Donc effectivement, si t'as une maison, tu leur files la maison. Si t'as une voiture, tu leur files. Et si t'as de l'or, tu leur files. Et ce que j'ai découvert, c'est, je sais pas si tu te rappelles de cette scène, mais cette pièce remplie d'or. Ah oui. Et c'est pas c'est des bijoux de famille, c'est-à-dire ils ont dépouillé les femmes, les jeunes filles, au fait de leurs bijoux, etc. Enfin, et t'avais comme ça des caisses remplies de bijoux. L'émir avait ça. Il n'y a pas d'idéologie. Moi, j'en suis persuadé. C'est-à-dire, c'est du marketing. Il leur faut un truc marketing. L'islam, c'est comment draguer la jeunesse, comment réussir à avoir des soldats, des jeunes soldats qui vont combattre pour toi, qui vont aller se faire exploser, des kamikazes, etc. Voilà. Tu leur vends ça. Tu leur vends, tu fais ça pour Dieu, Dieu a dit ça, c'est dans le Coran. Il faut bien leur vendre un truc. Et ce truc-là marche très bien. Donc voilà. Et derrière, eux, leur vie, c'est s'enrichir, c'est d'acheter des baraques en Turquie et ailleurs, Turquie, Dubaï, le Qatar. Voilà, c'est réellement de s'enrichir et de faire la fête et de draguer, d'aller se taper des putes, etc. Enfin, c'est ça leur vie. Donc, grâce à cet ordi, grâce au téléphone d'une femme de djihadiste, etc. J'ai réussi à avoir des images de cette vie, au fait, cachée des djihadistes. Et ça, c'est incroyable. Et de montrer qu'ils vivent une autre vie que celle qu'ils renvoient, en fait, à la fois pour leurs propres soldats et pour le monde entier. Donc voilà. Ouais, ce téléphone, oui, donc c'est la femme d'un djihadiste qui est haut placé et elle fait des images et on voit qu'il rigole, qu'il danse, qu'il fête l'anniversaire du petit. C'est le cas de la famille Doum Fatma, l'épouse du djihadiste, dont nous avons récupéré le téléphone portable. Elle célèbre les anniversaires alors que ces fêtes sont interdites par Daesh. Et derrière, il coupe des mains, il coupe des têtes parce que quelqu'un a trompé sa femme, quoi. Tout à fait. Et d'ailleurs, il se marie et divorce aussi très régulièrement pour pouvoir se taper un maximum de femmes. En fait, dans la religion musulmane, avant de faire l'amour, il faut être marié. Bon, voilà, ok. Donc, ils ont trouvé la solution, c'est-à-dire mariage de la journée. C'est-à-dire, tu te maries à 17h, à l'heure de l'apéro, et tu divorces le matin au réveil. Voilà. Voilà. Il y en a qui claquent la porte d'une chambre et qui se cassent, qui s'habillent, qui se cassent. Eux, ils divorcent. Voilà, pour reprendre le lendemain. Les djihadistes ont le droit à 4 épouses et sont censés suivre certaines règles. Séparation des domiciles pour éviter les problèmes entre épouses. Respect de l'équilibre du devoir conjugal entre toutes. Autorisation obligatoire du mari pour sortir du domicile. Ne pas dévoiler les secrets du mari. La polygamie ne suffit pas à assouvir les désirs des djihadistes. Daesh légitime l'esclavage. La femme devient une récompense pour les combattants les plus dévoués. En temps de guerre, quand tu attrapes une non-musulmane, tu peux en faire une esclave. Une musulmane ne peut pas être une esclave. Tout ça, c'est de l'hypocrisie, c'est du cynisme, c'est vraiment... Et tu sais, la première fois où j'ai rencontré, où j'ai compris ça, j'étais à Gaza, bien avant vraiment mon travail sur les djihadistes. Et j'étais en train de travailler sur le Hamas et un groupe djihadiste aussi. Et en gros, je me suis retrouvé dans une pièce, dans un hôtel, où tu avais des musulmans barbus du monde entier. C'est une réunion islamique, organisée par le Hamas. Mais la discussion qu'ils avaient n'avait rien de religieux. Enfin, ils rigolaient, ils parlaient de nana, de saints, de machin, et t'as vu celle-là, comment, et tu te rappelles de celle-là, et là, tu te dis, mais avec qui je suis là? Enfin, et là, j'ai commencé à me dire, ces mecs-là qui
vraiment qui sont là, qui font des prêches, qui racontent des choses à la télé, parce que c'est vraiment des sommités qui étaient là. En fait, dans la vie, ils avaient c'est des gros menteurs, quoi. Ouais, exactement. Et ça, moi, j'ai appris ça. Enfin, en regardant ton documentaire, c'est quelque chose que je savais pas. Moi, je pensais qu'ils y croyaient vraiment à ce qu'ils disaient. Ceux qui y croient, ce sont les jeunes, ce sont les recrues. Vraiment qui y croient. C'est celui qui va se faire exploser. Parce qu'on on lui a fait un lavage de cerveau, on l'a tellement bien formé que le gars, en fait, il y croit complètement, vraiment profondément. Et ceux-là sont même les plus dangereux, moi, quand je les rencontre, enfin, ces petits jeunes-là, parce qu'ils y croient. Enfin, tu sens que tu ne peux pas, ils sont rentrés dans une secte, donc ils peuvent pas, pas changer de point de vue. Tu peux pas les faire changer de point de vue. Les autres, tu sens qu'il n'y a pas de point de vue. On a réussi cette attaque en France. On vous dit que votre technologie ne vous portera pas en sécurité. Seul le repentir vers Allah vous mènera en sécurité. Wallahi, tant que vos avions viendront nous frapper dans notre terre, Wallahi, on fera des explosions. On vous enverra des voitures d'explosifs. On vous enverra des hommes qui aiment la vie, qui aiment la mort comme vous aimez la vie. D'accord, là, je me suis trompé. Le pouvoir et l'argent. Exactement. Alors ensuite, tu te retrouves du côté des combattants qui vont donc combattre Daesh et faire tomber cet émir dont tu as retrouvé l'ordinateur. Et là, tu réchappes à 2 attentats kamikazes. Ouais, dans la même journée. Ouais. Tu as vu comment j'ai de la chance? Ça, c'est vraiment... ça, faut vraiment le faire quand même. Non, vraiment, dans la même journée et se passer de très peu de temps. Vas-y, raconte alors. Quand on est avec une unité qu'on connaît depuis très longtemps, qu'est-ce qui se passe? Ils sont cool avec toi. Donc, ils t'embarquent. En gros, moi, je suis le VIP de la guerre. On me met dans une voiture blindée, heureusement, vraiment blindée, parce qu'il y a des faux blindages. Et là, le chef me fait rentrer carrément, chez Daesh. C'est très simple. Ouais. Le dernier précaré Daesh, on était entouré de Daesh. Et il a sorti un haut-parleur et il était là. Libérez les femmes et les enfants, on veut pas tuer vos femmes et vos enfants. Et Daesh qui nous tirait dessus dans la voiture et que, heureusement, ça ricochait. Enfin bref, et moi, j'avais aucun intérêt à être là. Quel est l'intérêt finalement de filmer ça? Je suis bloqué d'abord dans une voiture. 3 plans suffisent dans la voiture. Et être entouré, au fait, de gens de Daesh, mais c'est pas visible. J'ai que les balles qui... Oui, parce qu'ils sont cachés, évidemment. Oui. Et on n'a que le sang des balles, etc. Donc finalement, tout ça, c'est une image de... Allez, on a sorti de là avec... 3 secondes, pareil. Voilà, c'est limité. Ils sont cachés, tu ne peux pas les voir. On peut tirer autant qu'on veut, on les aura pas. Face au risque, Emad et moi quittons la voiture. Et je lui dis, fais marche arrière, moi, il me faut que tu me déposes. Juste sors-moi de ce cercle-là. C'était vraiment le dernier cercle de Daesh, ils étaient quasiment battus. Et donc enragés. C'est la fin, leur fin. Donc le mec fait marche arrière, me dépose, et là, t'as un djihadiste, mais... vraiment déposé, quelques mètres, un djihadiste qui sort avec du TNT, qui vient se coller avec sa bombe, en fait, contre la voiture blindée, parce qu'il savait très bien qu'elle était blindée, mais il a ramené ce qu'il faut, quoi, pour... Et au fait, la porte n'a pas résisté à ce qu'il avait comme bombe, et elle a scié les jambes du mec avec qui j'étais, c'est-à-dire le chef vraiment de la milice qui combattait Daesh à Sirte. Avec son véhicule, Oussama est retourné seul sur la ligne de front. Donc j'ai échappé vraiment à 2 secondes. À 2 secondes à ça, et voilà. Je reviens, je me dis waouh, j'ai eu de la chance, et j'ai continué à faire mon tournage. Ton travail, Et là, voilà, c'est le genre de truc que je tourne seul.
quand on est dans des trucs très, 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 très chauds. Parce que tu veux pas faire prendre le risque à ton caméraman. Donc, j'étais à la sortie des femmes et des enfants de Daesh, en fait, de sous terre. Et je filmais les gars en train de dire « Allez, venez, on vous aide. Les enfants, on essaie de sauver les enfants », ce qui est bien sûr une bonne chose. Et je filmais cette scène de sortie des femmes et des enfants. Ouais. Des femmes et des enfants. Et à un moment donné, vraiment, je zoome. Je vois une femme sortir maquillée. Il y avait que des femmes en noir, et tu as une nana qui sort en plein milieu, au fait, de ces femmes-là. Imagine, tu es en train de filmer, et tu as une nana colorée avec des gens autour, tout en noir. Donc, il y a un truc qui colle pas, et je cours dans l'autre sens. En gueulant, faites gaffe à celle-là. Ouais. Et j'ai fait... je venais de vivre, moi, un attentat, il y a 1 heure avant, un truc comme ça. Donc, dans ma tête, je sais pas... Tu te dis pas, je vais vivre un deuxième attentat. Ouais. Et donc, vraiment, le temps de faire quelques pas et tout ça, la nana s'est fait exploser, a tué toutes les femmes et les enfants qui étaient autour, a tué les soldats, les miliciens qui venaient aider les enfants et les femmes à sortir de là. Elle a fait un massacre. Il y avait des amis à moi dans cette milice qui étaient là. Et puis, je sais pas, mais comment on peut tuer donc ses amis, parce que oui. Je suppose. Et puis les enfants qui étaient avec eux, c'est-à-dire tout ça est horrible. Je crois que cette guerre-là a été la pire pour moi. Quand tu me posais la question tout à l'heure, cette guerre a été la pire des pires. C'est vraiment. Pourquoi ? Parce que le lendemain, j'ai vécu tout ça. Le lendemain, la guerre était finie. Les djihadistes... ils étaient terminés. Terminés. Le lendemain, l'heure de la vengeance. Et donc, quand on a été pendant des années avec des miliciens qui se battent contre Daesh et que du jour au lendemain, ils se comportent d'une manière barbare, eux aussi, on perd ses repères. Et en plus, ils m'ont laissé là avec eux. Donc j'ai vu des horreurs. À chaque fois qu'il y avait un djihadiste qui arrivait à sortir et tout ça, il le massacrait. Voilà. Il lui tirait dessus. Non, pas seulement. Ouais, c'est ça. Tirer dessus, ça aurait été au moins propre. Une exécution. Voilà, non, c'était pire que ça. Il y a un moment donné, moi je me suis retrouvé. T'avais un chef que je connaissais, moi là, et t'avais un djihadiste à genoux en train de supplier le gars. Je n'avais rien à faire, moi, là-dedans. Et je n'avais pas à voir cette horreur comme ça. Des crimes de guerre, en fait. Les gars, ils avaient tellement perdu, ils ont perdu des potes, de la famille, ils ont souffert pendant des années. Donc, en gros, c'est là où tu te rends compte que finalement, tout ce qu'ils avaient, au fond d'eux, ils l'ont fait exploser pendant une journée. Pour te dire, c'est-à-dire la manifestation et le truc officiel comme quoi Daesh est battu à Sirte n'a été déclaré que le jour d'après. Ouais. Ils voulaient avoir une journée pour... Ils ont eu une journée pour se venger de tous les survivants, etc. Ils se sont comportés de la même façon que Daesh. Et c'est là où les gens avec qui on a dormi, bouffé, passé des journées, et ceux qui défendaient leur liberté, qui combattaient au fait nos ennemis, quelques-uns ont commis des actes vraiment qui sont impardonnables, et qu'on ne peut pas oublier. Cette guerre était pour moi, j'ai vu des choses qui dépassent vraiment bref. Et tu leur en as parlé après jamais. De ça ? Non, jamais. Non, on n'a jamais parlé de ça. Tu n'as pas pu leur dire que peut-être que tu avais été choqué ou déçu ou... Non, j'ai jamais parlé de ça avec eux. Mais je pense qu'eux aussi, ils ont fait ça, mais eux aussi... ils n'en sont pas fiers. Ouais, et ils ont mis ça de côté aussi. Parce que c'était la rage d'une fin de guerre.
Et moi, c'est la première fois où je vis la fin de la guerre et j'ai vécu, au fait, les images de joie. Je les ai vues le lendemain, au fait, celles qu'on voit à la télé. Et entre deux, il y a eu 24 heures. Et ces 24 heures, elles n'existent pas dans l'histoire, en fait. C'est quelque chose qui est resté entre eux, d'ailleurs. Ils ont fait en sorte qu'il y ait aucun journaliste à l'intérieur. C'est juste moi, ils m'ont oublié. Au fait, au départ, je filmais parce que je pensais qu'ils allaient prendre des prisonniers, tout ça. Enfin, j'étais dans la continuité, moi, de mes trucs. Mais à un moment donné, c'est-à-dire mes yeux ne supportaient plus. Dans mon métier, je pense qu'on n'est pas là. Ça dépasse les capacités d'un être humain, au fait, parce que moi, j'avais pas cet âge. Il y avait rien qui pouvait me protéger contre ça. La caméra ne protège plus. Ouais. La distance ne protège plus. Rien ne me protégeait. Et en plus, la guerre était finie. C'est-à-dire, il y avait même pas cette notion. Non, il y avait des vainqueurs, des vaincus, des prisonniers. Et les prisonniers étaient en train de se faire massacrer. Donc, voilà. Enfin, moi, j'avais pas à voir ça dans ma vie. Je pense que je n'avais pas à voir ça. Voilà. Et je t'avais dit que me mettre, j'ai l'impression d'être chez un psy là. Non, mais d'ailleurs, c'est la vraie question. Est-ce que toi, quand tu sors quelque chose comme ça, quand tu rentres en France, est-ce que tu fais appel justement à quelqu'un, à un psy, quelqu'un pour t'aider à évacuer tout ça? Comment t'évacues ça, en fait? En fait, là, je pense que c'est le retour le plus difficile pour moi, en fait. Donc, d'abord, je suis passé par un sas, c'est-à-dire je suis pas rentré directement. Mmh. À cause de ça? Ouais. Tu pouvais pas? Je suis pas rentré directement. J'ai quitté la Libye. Je suis resté, je sais pas si c'est en Turquie, en Tunisie, mais je me suis mis dans un hôtel et je suis resté pendant quelques jours, le temps de... En fait, je me voyais mal revenir chez moi. Avec ta femme, tes enfants? J'avais l'impression d'être sali, si tu veux, d'avoir du sang dans les mains. J'ai marché dans des flaques de sang humain. Tu vois, j'avais du mal à rentrer chez moi comme si rien n'était. Ça, le plus dur, c'est de revenir et de laisser derrière soi, au fait, des gens, des visages, des gens qu'on a vus mourir ou des gens simplement, au fait, qui sont dans des situations tellement difficiles. Et puis nous, on a fini notre taf, donc on a un billet retour, on revient dans le confort. Et au fait, c'est ce confort-là qui est dur enfin moi, en tout cas, je le supporte pas bien, au fait. C'est une culpabilité un petit peu? Totalement, mais totalement. Parce qu'on sait que notre film va pas les sauver. On le sait. Enfin, on sait qu'ils vont pas forcément avoir quoi que ce soit parce que nous, on a fait un film. Enfin, alors qu'eux, ils pensent ça peut-être parfois. Ils le pensent. Bien sûr qu'ils le pensent. Bien sûr quand tu es en détresse, quand tu as la mort, enfin, il y a que la mort qui t'attend, tu t'accroches à l'espoir et nous, on fait partie de leur espoir. Et en fait, c'est complètement bidon parce que qu'est-ce qu'on peut leur apporter? Et au fait, pour se protéger de ça, il y a des moments où moi, j'ai senti le besoin, en fait, de sortir du cadre, de déposer ma caméra et d'aider quelqu'un. Ouais. Totalement. C'est de m'investir pour aider quelqu'un parce que je me dis, au moins, j'ai aidé quelqu'un dans ma vie. Alors, j'ai fait plusieurs fois, mais c'est des choses qui, moi, me font du bien, en fait. C'est-à-dire, je deviens juste une personne lambda qui donne un coup de main à quelqu'un qui est dans une zone de guerre et qui l'aide à sortir de cette zone de guerre et à survivre. Voilà. Mais sans ça, je pense que je ne supporterais pas ce retour et de laisser derrière moi, en fait, tout ça. Moi, il y a l'image d'une jeune fille qui me honte, mais vraiment, c'est une gamine orpheline à Raqqa que je cherche jusqu'à aujourd'hui, parce que je l'ai perdue de vue et c'est un enfant que j'ai croisé et qui me racontait qu'elle a perdu tout et quel âge elle avait? Je crois qu'elle avait 8 ans, pas plus. Et à un moment où notre voiture, l'Euphrate, à Raqqa,
le fleuve qui traverse Raqqa. Notre voiture est tombée dans le fleuve, enfin bref. Et t'avais cette gamine avec son thermos et qui est venue nous donner un coup de main, en fait. Une gamine de 8 ans, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Et nous offrir le café alors qu'elle vendait le café pour survivre, en fait. Et je me rappelle c'est rien, c'est pas dans la guerre, c'est pas dans le truc, mais quand on a pris, nous, la voiture, qu'on l'a laissée derrière, ce visage que j'ai laissé derrière moi, c'est un déchirement pour moi. Voilà, c'est réellement, T'aurais voulu la prendre avec toi? Exactement, voilà. Parce qu'elle n'avait rien à faire là, elle avait plus de parents, plus personne. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Dans un pays en ruine, où les gens essaient de survivre. Et puis, tu vois, nous, journalistes, qu'est-ce qu'on fait? On sort une voiture, de l'eau. Il y a un camion qui vient retirer la voiture. On a les moyens de faire ça. Et on laisse une jeune fille avec son thermos au bord de l'Euphrate, toute seule. Voilà. Et ça, c'est insupportable. Et tu penses souvent à elle? Mais vraiment, plus que ça, c'est que j'ai essayé de la retrouver. C'est que j'ai mis des gars en Syrie, sa photo, etc. J'ai essayé de la retrouver. Et tu la retrouves pas? Non. Voilà. Ça en fait, hein. Ça fait un sacré... un sacré bagage quand même à porter. Hein. Ouais, un petit peu. Ouais, voilà, enfin bref. Donc. Merci en tout cas de nous avoir raconté tout ça. Merci, ça marche. C'est très touchant. Merci. Alors, si vous avez des questions pour Kamal, postez-les en commentaire. On en sélectionnera 3 et on vous répondra dans un short qu'on postera ensuite sur tous les réseaux. Merci d'avoir regardé cet épisode. Un grand merci à toute l'équipe de Press Room qui travaille dur en coulisses. Nous sommes un média indépendant, alors n'hésitez pas à nous faire un don, même symbolique, sur Tipeee. Vous retrouverez le lien en description. À bientôt sur Press Room.